Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En Toute Puissance de V6, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours elle qui a écrit, c'est toujours le même titre. Et on attaque une nouvelle base, on attaque la base MI, la motivation intrinsèque. Hop, descendons, hop là. C'est la mini-théorie la plus ancienne de la SDT, dont les recherches ont commencé en 1975 avec Deci et Ryan notamment. Ainsi, ce sont donc aussi les expériences et les études qui ont été les plus reproduites, les plus vérifiées, dans quantité de conditions différentes. J'ai une idée pour le Guilded et je note ici maintenant avant de l'oublier, une partie où l'on partage des hackman et astuces pour tout et n'importe quoi. Oh bah en vrai dans la partie forum on peut, mais oui complètement. T'as plusieurs parties forum où ça pourrait aller pour le Guilded en vrai. Si tu regardes, typiquement, je pense que dans l'Agora des Fougères, si on fait un sujet pour, ça peut être bien. Après, si vraiment l'idée c'est de faire pas mal de trucs différenciés, on peut tout à fait faire un forum spécifique pour ça. Mais pour le coup, n'hésite pas à faire un sujet dans la partie suggestion, tu proposes et tu vois si ça intéresse les gens. Hein. Tu vois si ça intéresse les gens. Pour le coup, il faut pas hésiter. Encore une fois, c'est fait pour, c'est fait pour. Et j'essaye de me mettre un peu en retrait parce que je sais que souvent on a parlé d'idées, notamment en stream, et après c'est moi qui fais les sujets sur la partie suggestion. Mais du coup, ça donne un peu trop, je trouve, justement, cette image où ça a l'air d'être moi qui vous pousse à faire des trucs, et je veux pas. Je veux que ça soit à vous de faire les choses. Je veux que vous preniez possession du Guilded. Encore une fois, l'idée c'est que ça soit pas mon projet à moi, ça soit notre projet à tous. Du coup, il faut vraiment pas hésiter à le faire. N'attendez pas que ce soit forcément moi qui fasse une synthèse et qui les met en avant. Ça me ferait vachement plaisir pour le coup si c'est d'autres gens qui prennent un peu plus ça en main. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu trop moi et que ça peut donner une fausse impression que je veux tout diriger et que c'est pas vraiment du tout le but. Très très loin de là même. Très 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 loin de là. Tu peux me ping sur Guilded car me connaissant je vais oublier. Je vais noter ça. Je vais noter ça en vrai. Hop. J'ai plein de bouts de papier, vive les bouts de papier, plus de bouts de papier, toujours plus de bouts de papier. Tac, stig, mat, ping, suggestion. Hop là. J'ai noté et j'écris très très mal. Voilà, sachez-le. C'est magnifique. Je reprends donc la lecture. C'est aussi non. Ce travail, les chercheurs disent qu'il s'inscrit dans une psychologie sociale de la motivation intrinsèque. Il a été testé l'influence de l'environnement social sur cette motivation puissante, car elle est une source majeure de développement pour la personne, de fort bien-être, de plaisir, d'enthousiasme. La personne, éprouvant une motivation intrinsèque, fait des choses pour elle-même, parce qu'elle apprécie intrinsèquement l'activité en soi. Mais c'est aussi la motivation la plus fragile. Ainsi, on verra qu'il est plus facile pour les environnements sociaux, les autorités, les superviseurs, les parents, même les mieux intentionnés du monde, de briser cette motivation, de la saper, de la réduire à une motivation bien moins puissante, comme une motivation extrinsèque. On va donc voir dans ce chapitre l'effet des événements extérieurs sur la motivation intrinsèque. Par exemple, que se passe-t-il lorsque l'environnement social récompense, complimente, surveille, juge, met en compétition, soutient, etc. Qu'est-ce que la motivation intrinsèque ? Nous parlons de garder intacte la motivation intrinsèque, car cette motivation est une propension, un élan spontané chez les mammifères à se développer via des activités. Un animal, comme un humain, va spontanément jouer, explorer, tenter de manipuler des objets de l'environnement, et par là même élargir ses compétences, ses capacités, se connecter davantage à son environnement social et physique. Il y a une motivation interne, à chercher des activités qui développent. Les enfants, ressentant cette motivation, aiment cela. Et aucun parent n'a à pousser un enfant typique à aller jouer, essayer de se déplacer ou jouer. Les actions qui motivent intrinsèquement sont de plus en plus complexes au fil des apprentissages, si l'environnement social ne sape pas cette motivation intrinsèque. Or, dans les études de la SDT, on voit que, plutôt que de favoriser cette motivation intrinsèque, de nombreux contextes sociaux détruisent lentement cette motivation puissante, la remplaçant par des motivations de moins bonne qualité, extrinsèques. C'est dommage, parce qu'elle serait un atout considérable pour la société et les objectifs de ces structures, comme d'apprendre efficacement et durablement à l'école, travailler efficacement et créativement, s'adapter mieux aux changements,
Les individus, lorsqu'ils sont sans motivation intrinsèque pour leur activité, deviennent alors de plus en plus passifs, désengagés, résignés, en souffrent ou sont dans le rejet le plus total, rejet qui prend des formes pathologiques parfois. A noter que le concept de motivation intrinsèque est proche du concept d'auto-efficacité, un concept de Bandura, du défi optimal et du flow, concept de... Alors là, je vais mal le prononcer, je vous le dis tout de suite. Csikszentmihalyi, le chat. Non, Pépette. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des câlins, hein? Ah, tu veux des câlins. D'accord. Désolé, il y a Brindy qui veut des câlins, donc instant câlin. Voilà. Je suis curieux, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ce nom. Je vais aller chercher ce nom sur Google. Et je veux que Google le dise. Voilà. C'est un nom, hein, c'est clairement un nom. Tu vas aller venir ici. Je vais couper la musique et on va essayer d'écouter. Est-ce que ça vous active le son ici? Csikszentmihalyi. Alors je pense que Google le prononce un peu mieux. Mais vous l'avez pas entendu? Merde, attendez. J'ai pas activé internet, c'est ça? C'est lequel internet? Ouais, c'est celui-là. Donc là, attendez. Google dit comme ça. Csikszentmihalyi. Je pense que c'est un peu mieux prononcé que la synthèse vocale de notre bon petit... c'est quoi? C'est pas Moobot. Oh, je sais plus le nom. Bref, du bot vocal, quoi, de synthèse vocale. Je pense que Google s'est débrouillé un peu mieux. Ouais, désolé. Hop, on reprend. Donc, concept de Billy, qu'on verra en extension, MI évidemment, surtout lorsqu'il concerne le besoin de compétences. La motivation intrinsèque est également le moteur principal de la personne fonctionnant pleinement. Concept de Rogers, de la personne autotélique, concept de Billy. Voilà, pour nous ça va être Billy. Hein. Si tu mettais la synthèse vocale en russe, ça irait mieux. Ah, c'est pas con, tiens. C'est même intelligent. Alors attends, on va détecter la langue. Tu crois que c'est quoi? Non, il me remet en anglais, donc attends. C'est où russe? Russe, c'est caché où? Ouais, je sais, je bug sur ça parce que je veux absolument entendre comment ça se prononce. Je pense pas y arriver, hein, mais... What? Attendez, écoutez ça. Csikszentmihalyi. C'est chaud patate à prononcer quand même, hein, dans tous les cas. Anglais, russe... Non, j'y arriverai pas, hein. Je suis plein de bonne volonté, hein, mais j'y arriverai pas, hein. On va rester sur Billy. Billy, c'est bien. Voilà, Billy, donc. Billy. Comment teste-t-on la motivation intrinsèque? Dans les expériences, les chercheurs emploient généralement des activités reconnues pour leur intérêt intrinsèque. Des casse-têtes pour les adultes, du matériel très attrayant de dessin pour les enfants, des instruments de musique, etc. Et testent des conditions particulières de présentation ou de régulation de l'activité. Évaluer, surveiller, encourager, etc. Puis, après l'expérimentation, ils laissent seule la personne avec l'activité, libre de faire ce qu'elle veut, ce qui est nommé paradigme du libre choix. S'il y a motivation intrinsèque, la personne va faire l'activité à un long moment. Son intérêt est préservé. Inversement, si sa motivation intrinsèque est sapée, elle va arrêter dès qu'elle y est autorisée. Il y a également d'autres indicateurs qui montrent l'intérêt d'une personne pour une activité. Par exemple, un apprentissage fait avec une motivation intrinsèque sera retenu longtemps dans le temps, contrairement à ceux appris avec une motivation extrinsèque, oubliés rapidement. La personne peut vouloir continuer l'activité hors du protocole expérimental, par exemple en s'inscrivant à ses activités dans sa vie. La performance sous motivation intrinsèque est également plus riche et complète, alors que les performances sous motivation extrinsèque ne sont que remplir les conditions d'évaluation, voire sont accompagnées de comportements tels que la tricherie, qui marquent le désintérêt pour le fait d'intégrer pleinement des compétences ou des connaissances, l'agressivité, etc. Il existe aussi des questionnaires de motivation intrinsèque qui évaluent la nature de la motivation d'une personne lors d'une activité à un instant T.
C'est indissociable du contexte, personne n'a une motivation constante, toujours identique. C'est dépendant de la situation. Voici le genre d'affirmation du questionnaire à laquelle les personnes intrinsèquement motivées vont répondre très positivement. Je décrirai cette activité comme très intéressante. Je pense que cette activité peut avoir de la valeur pour moi. J'ai fait cette activité parce que je le voulais. Je me sens très bien à faire ceci. Ainsi, grâce au questionnaire, on peut évaluer sur le long terme comment la motivation intrinsèque évolue pour une activité, en soumettant par exemple le questionnaire à des élèves d'une classe à différentes périodes de l'année scolaire. On voit donc si l'enseignement et l'institution scolaire sapent la motivation, la transforment en motivation extrinsèque ou au contraire la préservent. La motivation intrinsèque a été étudiée à la fois dans des expériences en laboratoire et sur le terrain scolaire, universitaire, professionnel, sportif, associatif, de la santé. Les considérations sur la motivation dans la SDT sont au regard de son époque très particulières. Avant, notamment avec les behavioristes, la motivation était perçue comme résultant d'une manipulation de l'environnement, des autorités, afin de conditionner, de manipuler, d'orienter l'individu vers une certaine voie. La motivation n'était pas perçue comme quelque chose de déjà existant au sein de l'individu, comme un élan à préserver. La SDT remet en cause ce modèle behavioriste, où l'humain serait comme un âne, qui n'avancerait qu'avec des carottes, des récompenses, ou des bâtons, des punitions, ou à force de conditionnement venant de manipulation de l'extérieur. Parallèlement au monde behavioriste, le monde psychanalytique pensait la motivation comme liée à des pulsions libidinales sublimées, contorsionnées avec plus ou moins de force par la société, subies avec plus ou moins grande souffrance par l'individu. L'humain, dans cette vision, devait aussi être manipulé, orienté, conditionné, mais cette fois, surtout parce que ces pulsions étaient perçues mauvaises par nature. Par exemple, la notion de pulsion de mort chez Freud, et comment est-ce qu'il l'interprète au regard de la guerre. Ainsi, on revenait à une méthode à carotte-bâton, c'est-à-dire qu'il avancerait par intérêt pour un objet, et que s'il divergeait, la peur du bâton le dissuaderait de faire des bêtises. On est là sur une vision de l'être humain qui nie sa capacité à s'intéresser par lui-même à des choses tout à fait convenables, prosociales, liées à des compétences, bref, un élan pas nécessairement libidinal, égoïste, pathologique ou sexuel, niant son autonomie, sa possible autodétermination. La motivation, selon la psychanalyse ou le behaviorisme, ne pouvait pas être intrinsèque aux activités, mais toujours déterminée par des pulsions libidinales ou une manipulation du conditionnement par l'environnement social. On se demande après pourquoi est-ce que j'aime pas toutes ces notions. Ainsi, la SDT s'est d'abord consacrée à tester cette carotte et ce bâton, pour voir son effet sur des activités intrinsèquement intéressantes. Est-ce que les personnes avaient besoin de récompenses pour être motivées par une activité? La punition était-elle efficace pour motiver les personnes? Les personnes pouvaient-elles être motivées de façon totalement autonome, sans que l'environnement n'intervienne? Bien que ces questions paraissent s'attacher à des détails particuliers, elles ne sont pas aussi superficielles que cela. Derrière, il y a une remise en question de ce qu'est la nature humaine. Quels sont les effets des récompenses sur la motivation intrinsèque? Les récompenses monétaires. L'une des premières expériences de la SDT s'est posé la question de savoir ce qui se passerait si on donnait une récompense monétaire à une activité pour laquelle les personnes sont motivées intrinsèquement. Deci, en 1975. Dans cette expérience, 2 groupes avaient à disposition des casse-têtes intéressants. Le premier groupe recevait $1 par casse-tête résolu. Le deuxième groupe n'avait rien, et ne savait pas qu'un groupe recevait de l'argent. Ensuite, les 2 groupes avaient un temps libre, où ils pouvaient, ou non, poursuivre l'activité. Contrairement aux anciennes idées behavioristes de la motivation, la récompense monétaire a eu un effet négatif sur le premier groupe, car sa motivation intrinsèque était moindre comparée au deuxième groupe. Il restait moins longtemps sur l'activité durant le temps libre. Cependant, recevoir de l'argent ne tue pas systématiquement la motivation intrinsèque. Problème, c'est que les gens pensent que la carotte est forcément quelque chose de tangible. Non, pas forcément. La carotte, c'est pas forcément quelque chose de tangible. Tu désignes qui par les gens? En fait, tu parles dans la société en général. Même là-dessus, je suis pas sûr. Hein. Même là-dessus, je suis pas sûr. Mais en recherche, par contre, non. C'est pas ce qu'on va appeler une carotte ou un bâton. Ça va pas forcément du tout être des objets tangibles. Pas du tout. Les patrons, tu veux dire dans le monde du travail? Oui, et encore, comme tu as pas mal justement de théories qui sont venues avec la psychologie sociale remettre en question tout ça, et qu'après, tu as le monde du travail qui vient, enfin le monde capitaliste qui vient un peu modifier ça et te dire ouais attends, on va détourner, on va faire des trucs un peu vendeurs. Tu tombes quand même sur pas mal de formations ou de patrons qui ont une vision où
il faut montrer de l'attention à tes employés alors qu'en fait tu t'en bats les reins, mais tu montres un peu d'attention et puis c'est bon. Bon, c'est le côté très utilitariste de ces théories, ils n'ont pas tout compris en l'occurrence, et puis ils appliquent pas tout, ils appliquent que ce qui leur arrange et ils conforment surtout leur vision du monde à ces théories-là. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Mais du coup, non, t'as pas que. Je pense pas que les patrons ne voient que des carottes qui sont des objets, que du tangible. Et de même, je pense pas non plus qu'ils voient que les bâtons comme étant forcément des choses tangibles. À l'heure actuelle, je pense qu'ils ont tout à fait conscience que ça peut être des paroles, ça peut être des actes, ça peut être plein de choses en fait. C'est pas forcément un objet, c'est pas forcément de l'argent concrètement ou quoi. Je pense que là-dessus, maintenant, c'est un peu plus modifié. Je pourrais pas te l'affirmer envers et contre tout parce que j'ai pas spécialement d'études en tête qui auraient travaillé ces questions-là exactement, de savoir est-ce que justement dans la vision du groupe social particulier, on va dire du patronat, ils ont ce genre de vision. Je pense pas qu'il y ait d'études là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, ça me dit rien. Après, je suis pas le plus grand expert là-dessus non plus, faut pas déconner. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient forcément une vision, on va dire, de tangible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Peut-être qu'un temps, ça l'était, mais parce que de manière générale, peut-être qu'on ne le voyait pas non plus autrement. Que les recherches n'étaient pas forcément assez avancées en psychologie sociale, en sociologie sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas, parce qu'encore une fois, j'ai vu passer pas mal de formations qui justement vont essayer de faire des carottes, mais qui ne sont pas des objets, qui ne sont pas des carottes physiques. Qu'est-ce que tu fais, Pépette? Ah bah oui, elle joue avec le pompon, évidemment. Donc là, vous voyez une petite brindille qui, en fait, hier a arraché un des pompons qui était sur les chaussons de Anémone et qui l'a détruit, qui l'a défoncé. Et donc là, elle est en train de jouer avec. T'es où, Pépette? Je crois qu'elle est derrière le siège, non? Bon, ma foi. Donc là, elle va courir un peu, vous allez la voir passer dans tous les sens avec son petit pompon. Elle l'a éventré, elle a retiré toute la mousse qu'il y avait dedans. Maintenant, c'est globalement juste un bout de tissu. Mais bon, c'est Pépette. C'est comme ça. Bref. Du coup, j'en étais où? La même année, la même expérience a été reproduite, excepté que cette fois-ci, le groupe récompense a été payé en amont pour participer à l'expérience et non selon le fait qu'il réussissait les casse-têtes. Cela ressemble plus à un système de rétribution, comme généralement au travail, où l'on reçoit de l'argent pour la présence, ce que les chercheurs notamment nomment récompense tangible non conditionnelle, et non en fonction de la productivité, ce que les chercheurs nomment récompense tangible conditionnelle à la performance. Dans cette condition, le groupe payé en amont n'a pas vu sa motivation intrinsèque diminuer. Oula, excusez-moi. Ça, c'est intéressant à noter du coup aussi. Si c'est en fonction de tes résultats, ça baisse ta motivation intrinsèque. Par contre, si c'est juste pour ta présence, ça n'a pas le même impact. Et ça, c'est vachement intéressant à savoir. Ainsi, toutes les récompenses ou rétributions monétaires ne sapent pas la motivation intrinsèque. C'est le fait qu'elle soit conditionnée à une performance attendue qui sape la motivation. Les récompenses trophées, prix ou cadeaux. En 1975, Lipper, Green et Nisbet ont proposé à 2 groupes d'enfants des activités de dessin avec des matériaux particulièrement attrayants. Le premier groupe était prévenu qu'il recevrait un trophée de bon joueur s'il dessinait, l'autre groupe n'avait pas de prix annoncé ni délivré. Après l'activité, ils étaient laissés libres afin de mesurer leur motivation intrinsèque. Ceux à qui les chercheurs avaient annoncé un trophée ont passé moins de temps avec le matériel que les autres. Cependant, dans une même condition de cette expérience, on ne prévenait pas le premier groupe du trophée, mais on le décernait par surprise à la fin. Il n'y a pas eu d'effet néfaste sur la motivation intrinsèque. Là encore, la première condition était une récompense conditionnelle, à la tâche, à la différence de la seconde, qui était une récompense non conditionnelle, inattendue. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça montre bien que c'est le fait que, en fait, on va venir dire, en fonction de ce que tu fais et du résultat factuel, est-ce que tu as complété ton truc ou pas, tu vas avoir une récompense ou pas, et que tu préviens et que tu montres bien que c'est conditionné à ça, c'est là où tu impactes ta performance. Et ça, c'est vachement important parce que dans le monde du travail, vous avez plein de situations où, je reprends un exemple que je vous ai déjà partagé, que j'ai eu dans mon expérience professionnelle. Quand j'étais dans une entreprise en tant que conseiller externe, il y avait justement un problème très clair entre 2 vendeurs qui étaient distingués par le patron, et le patron mettait en avant un des 2 vendeurs alors que ça n'avait pas de sens, et notamment il donnait des primes à un des 2 vendeurs alors que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens parce que en fait ce qui se passait, c'est que les 2 vendeurs qui comparaient, et donc celui qu'il mettait notamment en avant, avaient pas du tout les mêmes rayons
sous leur, comment dire, sur leur juridiction, sous leur contrôle. Le premier vendeur, celui qui était mis en avant par le patron, en fait, il avait comme spécificité d'avoir les rayons de ce qui se vendait bien et de ce qui était en promotion. C'était littéralement le tout premier rayon, enfin les quelques premiers rayons qui sont assemblés d'une manière un peu particulière pour mettre le produit vraiment en avant, qui sont à l'entrée du magasin, et c'est tout ce qui est en promotion. Donc ce sont des produits qui changent, et tout au long de l'année ce sont pas du tout les mêmes produits. Ce n'est pas un rayon qui est fixe, du coup c'est un rayon qui bouge beaucoup, même dans la forme du rayon ça bouge beaucoup en fonction des produits qui sont mis en avant, parce que par exemple si c'est un petit chalet, un petit cabanon pour le jardin, ça prend pas du tout la même place et c'est pas les mêmes rangements que si vous mettez en avant la literie, hein, parce que voilà, c'est un magasin qui fait de la vente de non alimentaire, et donc en l'occurrence il avait de très très bons résultats de vente. Mais ce qui est logique et cohérent avec le fait qu'il a justement un rayon qui est fait pour faire du chiffre. Il a un rayon qui fait qu'il fait du chiffre, probablement plus par contexte, du fait de quel est ce rayon, quelle est la position de ce rayon, notamment du fait qu'il est juste devant l'entrée du magasin, du fait que ces produits-là sont en promotion et ainsi de suite. Bref, beaucoup plus probablement grâce au contexte, il avait de bons résultats de vente, probablement beaucoup plus que grâce à ses capacités et à ses compétences de vendeur. A contrario, la vendeuse qui était mise de côté et qui était un peu dénigrée, enfin même carrément dénigrée par le patron, était une vendeuse qui s'occupait d'un rayon qui était le rayon quincaillerie, qui était au fond du magasin et qui vendait, principalement pour elle, tout ce qui est boîte aux lettres et autres. Et ça c'est constant dans le temps, tout au long de l'année c'est le produit qu'elle vend, elle ne vend pas grand chose d'autre. Et du coup forcément, pareil, de même contextuellement, ses ventes elles sont forcément plus basses que le rayon qui est fait pour mettre en avant les produits qui marchent du moment. Parce que tout le monde ne va pas réacheter encore et encore des boîtes aux lettres. Enfin, t'en achètes une fois tous les 10 ans, et puis c'est tout en fait. Et c'est pas un produit que tu vas avoir besoin de réacheter assez régulièrement. Donc de fait, elle avait des ventes qui étaient beaucoup plus basses, beaucoup plus rares. Et en plus de ça, son rayon était pas du tout mis en avant, puisque son rayon était tout au fond du magasin, là où le rayon du premier était vraiment mis, littéralement les premiers rayons. Et c'est là où en fait, justement, il faut bien montrer que le fait de conditionner notamment les primes et compagnie en fonction de tes résultats, ça n'a pas de sens. Parce que là, du coup, la motivation de la vendeuse était complètement éclatée au sol, alors qu'à la base, elle aime la vente. À la base, elle me disait, parce que je l'avais du coup en entretien, puisque j'étais là en tant que personne extérieure pour faire une certaine mission, donc je l'avais reçue en entretien, elle me disait qu'à la base elle était passionnée par la vente, c'est quelque chose qui lui plaisait énormément et c'était vraiment un domaine qui lui plaisait, l'échange avec les clients, les conseils, tout ça, et que là en fait elle s'y retrouvait plus parce que notamment elle avait ou pas des primes, et en l'occurrence du coup elle n'avait pas de primes en fonction de la quantité de vente qu'elle faisait, qui n'avait du coup pas de sens puisque notamment le patron mettait sur le même plan elle et le vendeur qui gérait le rayon qui forcément fait le plus de chiffres de tout le magasin puisqu'il est fait pour ça. Que son rayon est littéralement le rayon qui vend les produits chauds, on va dire, les produits qui marchent du moment. Donc ça n'a vraiment aucun sens en fait de conditionner à ce moment-là le résultat et la récompense en fonction de ce résultat. Et on voit justement tout le problème où à la base la vendeuse a probablement du coup une motivation qui est intrinsèque et qui est plutôt forte, et qu'au final par le fait qu'on conditionne justement son activité par ça et cette motivation intrinsèque en fonction d'une récompense, et on casse totalement ça. On casse totalement ça, et elle me disait, et je pense que d'ailleurs depuis elle a dû quitter la boîte, qu'elle était en train de chercher ailleurs, qu'elle voulait se casser de là, parce que du coup ça passait pas, elle ne s'y plaisait plus, alors qu'à la base elle aime ce domaine-là, qu'elle aime cette activité-là. Et c'est là où vous voyez bien qu'il faut vraiment prendre ça en compte, et que ça peut vraiment tout casser, et que ça va vous briser en fait une personne assez facilement. Si la méritocratie fonctionne, elle aurait dû faire face à ces difficultés et capitaliser dessus. Dans ma boîte, la prime est distribuée aux employés en fonction de la réussite de l'entreprise. Oui, oui. Des capitalistes diraient que les forts payent pour les faibles. Ouais, non mais... capitalisme fion. Bref. Oui, déjà, là, typiquement, ce que fait ton entreprise, du coup, colle à ce qui est mis là, justement, dans la condition qui a été fait en plus, qui est que, en fait, les personnes, vont avoir la récompense, sans avoir été prévenues à la base que la récompense, elle est en fonction de ton résultat ou pas. Si vous avez réussi, vous avez la récompense, point. Et on vous est pas forcément informé avant, et c'est pas conditionné à ça. Là déjà, ton entreprise, en soi, elle va distribuer une prime en fonction d'une réussite. Donc déjà, en soi, elle conditionne par rapport à un résultat attendu. Au moins, elle ne conditionne pas au résultat individuel, ce qui est déjà plus pertinent, puisqu'encore une fois, notamment dans les domaines de vente et compagnie, ça dépend énormément du contexte à plein de moments. Enfin, il y a des produits qui parfois ne se vendent pas parce que contextuellement ça va pas marcher. Si vous essayez de faire un truc stupide, mais si vous essayez d'un produit, par exemple, vous vendez
de magnifiques petites climatisations. C'est magnifique, c'est bien les climatisations, et vous essayez de les vendre au Groenland. Il y a des chances que vos ventes ne décollent pas. Vous voyez, c'est con, hein, mais il y a moyen que ça marche pas trop. Donc les ventes dans ce monde-là, enfin, dans cette vision-là, on va bien voir que certaines ventes vont être conditionnées par le contexte. Alors là, je vous donne un exemple très gros, très grossier. Et encore une fois, c'est pour vulgariser. Mais voyez la réflexion qu'il y a derrière. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Oh, bah quelqu'un a été banni. Bonjour Headline, alors si tu es pas un bot et si tu n'es pas venu poster un lien à la con, désolé, et il n'y a que les subs et que les modos qui peuvent poster des liens pour éviter les abus. Du coup je suis vraiment désolé si tu avais un lien à partager. Par contre si tu n'es pas un bot, je te conseille... Le chat? Je me fais attaquer le pied par le chat. Je te conseille fortement d'essayer de choper un sub, par exemple Céron, par exemple Castigmat que je vois, pour leur envoyer le lien et ils se feront un plaisir de le reposter s'ils sont bien aimables. Je préfère une prime aux employés qu'une augmentation des dividendes des actionnaires. Oui, complètement, par exemple. Carrément. Bon, je reprends la lecture. J'en étais du coup, ici. Ce constat est confirmé par Ross en 75. Les enfants avaient cette fois pour activité de jouer au tambour. Au premier groupe, on laissait des guimauves en récompense, bien en vue durant l'activité. À l'autre groupe, non. Lorsque ces guimauves étaient visibles, la motivation intrinsèque des enfants chutait. Quels sont les effets des compliments? Hop là, j'ai trop descendu. Des compliments, des feedbacks positifs sur la motivation intrinsèque. La récompense verbale peut prendre différents aspects aux effets radicalement différents. Par exemple, ils peuvent indiquer à la personne qu'elle a bien réussi l'activité, soutien de la compétence, qu'elle est une bonne personne, appui sur l'ego, ou qu'ils ont fait mieux que d'autres, comparaison sociale, mise en compétition. Cela est très apprécié lorsque le feedback soutient la compétence. Deci en 71, en 72A, Deci, Cassio et Crussell en 75. Dans ces expériences, il était dit aux participants à la fin de leur tâche « Vous avez très bien réussi à compléter la tâche ». Et lorsqu'ils n'avaient pas réussi la tâche, il leur était dit « C'était très difficile et vous avez très bien progressé ». Ceux qui ont reçu ces feedbacks ont davantage persisté dans l'activité lorsqu'on les laissait libres par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu de feedback. Est-ce de la motivation ou de la distraction du fait d'avoir les guimauves en visuel? Alors en vrai, on peut se poser la question. Mais c'est dans le sens où clairement c'est indiqué que c'est une récompense en fait. C'est surtout que c'est indiqué que c'est une récompense. Donc clairement ça joue sur la motivation. Parce que justement on n'est pas juste sur quelque chose qui va te distraire dans le fond. C'est des gamins, oui mais tu leur as dit et ils ont conscience que c'est une récompense qui va dépendre de la réussite de l'activité. Donc c'est là où c'est clairement pas de la distraction mais une motivation. Si tu ne leur dis pas et juste tu mets les guimauves dans le fond, c'est autre chose. Et là, éventuellement, on peut peut-être partir sur la distraction. Et encore, il faut voir les conditions, encore une fois. Si le feedback est légèrement différent, tout change. Ryan, en 82. L'expérience a ici modifié le feedback de façon à ce qu'il ait un effet sur l'autonomie de la personne. Dans un premier groupe, les personnes étaient informées à la suite de leur tâche qu'elles avaient très bien réussi l'activité. Dans un deuxième groupe, il était dit qu'elles avaient réussi comme elles le devaient, et comme on s'y attendait. Le deuxième groupe a montré beaucoup moins de motivation intrinsèque. Pourquoi le feedback n'a-t-il pas fonctionné? Parce qu'il est une atteinte à l'autonomie. Il est retiré à l'individu sa singulière compétence à réussir, car le résultat est attendu. Donc, l'individu et ses compétences n'y sont pour rien. Il est implicitement dit avec ce feedback que n'importe qui d'autre réussit. Donc, qu'importe ses compétences, ses efforts, sa singularité. A l'inverse, le feedback du premier groupe laisse à l'individu la propriété de sa réussite, de sa compétence, de ses efforts, donc de son autonomie. L'autonomie de la personne est préservée. Elle se perçoit comme à l'origine de ses actes, ce qui sera nommé dans la SDT locus de causalité perçu interne ou IPLOC. Alors que dans « vous avez réussi comme cela était attendu », la personne ne se perçoit plus comme à l'origine de ses actes, c'est le contexte qui a fait la réussite. Elle ou un autre, cela aurait été du pareil au même. L'autonomie est sapée, car la personne est alors en mode éploque, c'est-à-dire en locus de causalité perçu comme externe. Donc, elle se sent étrangère à ses réussites. Ces atteintes à l'autonomie peuvent être dans d'autres facteurs que le feedback lui-même. Smith, en 75. Les personnes étaient soumises à une tâche d'apprentissage de l'histoire de l'art. Dans un premier groupe, il y avait une évaluation écrite, après l'apprentissage. Les personnes étaient donc au courant.
Dans le deuxième groupe, il y avait également une évaluation, mais cette fois inattendue. Et dans le troisième groupe contrôle, il n'y avait pas d'évaluation. Tous ont reçu des feedbacks positifs ne portant pas atteinte à leur autonomie. C'est le premier groupe qui a eu la motivation intrinsèque la plus basse, et leur apprentissage était moins bon que les autres. Ainsi, on voit que le problème n'est pas le feedback, mais qu'il était dans un contexte de contrôle via l'évaluation, ce qui entravait l'autonomie. La positivité du feedback n'a pas eu d'effet pour contrebalancer l'atteinte à l'autonomie que représentait l'évaluation. Est-ce que tu penses que les gamins étaient d'accord d'être des rats de laboratoire? Alors en vrai ça c'est une question qui se pose vraiment et ça pose un peu problème éthiquement parlant parce que ça peut selon les recherches notamment effectivement poser problème. Parce qu'il y a tout un tas de fois où en fait on va avoir des études avec des enfants ou pas, et où justement les personnes ne sont pas forcément au courant et ne savent pas forcément sur quoi est-ce que l'étude porte réellement. On peut leur mentir parfois et ça pose de vraies questions éthiques. Pour le coup c'est des choses qui se discutent notamment dans le laboratoire de psychologie sociale où j'étais, et pas que, dans pas mal d'autres endroits aussi, parce que justement toute la question c'est tu leur donnes une information qui est bonjour, vous allez venir faire une étude sur tel truc. Dans le cas d'adultes, si vous mentez, parce qu'en fait vous étudiez autre chose, mais vous avez besoin que les personnes ne le savent pas, ou au contraire que les informations qui soient données soient spécifiquement celles qui est donnée pour les induire sur un certain truc pour voir autre chose, bref, on leur ment quoi. Donc c'est éthiquement parlant, on se pose la question. Et du côté des enfants, effectivement, ils n'ont pas forcément conscience, ils n'ont pas forcément les outils pour comprendre justement qu'est-ce que l'étude, sur quoi porte l'étude et ainsi de suite, et ça pose problème. Et effectivement après dans tous les cas, ça c'est un biais qui est connu, alors tu dis un biais sans savoir que c'est un biais. D'un autre côté, s'ils savaient, cela fausserait le résultat. En fait, tu as le biais de l'expérimentateur. À partir du moment où tu as un expérimentateur, en fait, tu sais et tu vas pouvoir percevoir qu'il attend quelque chose. Et on a vu que ça peut avoir des influences, alors même que l'expérimentateur ne dit rien. Et ça c'est un biais qu'il faut faire vachement attention, et c'est un peu ce genre de biais aussi que tu vas avoir quand justement si tu donnes l'information ça peut fausser l'expérience. D'un autre côté les enfants s'en foutent, je dirais pas ça, parce que pour le coup tu as plein d'enfants qui sont tout à fait capables et cohérents et conscients de tout un tas de choses. C'est pas aussi simple, c'est pas du tout aussi simple, et je dirais pas que les enfants s'en foutent, les enfants sont pas forcément inconséquents, loin de là, très loin de là, Tout va dépendre de l'enfant et dans quel contexte il grandit en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. J'en étais là. Pour résumer, le feedback positif soutenant la compétence a généralement un effet positif, mais pas s'il est trop marqué ou s'il intervient dans une situation contrôlante par ailleurs. Il aide la personne à se sentir plus compétente, sauf s'il est formulé d'une façon qui retire à l'individu la cause de ses actes et la met donc en époque. Quels sont les effets des punitions, de la surveillance, de l'évaluation de la compétition, de l'indifférence sur la motivation intrinsèque? Sans suspense, les punitions, la surveillance, la compétition et l'indifférence sapent la motivation intrinsèque. Étonnant. Ces techniques sont l'apanage des environnements contrôlants, autoritaires, aussi elles sapent en premier lieu l'autonomie, car la personne n'est pas libre de mener les choses comme elle le veut, mais aussi le besoin de compétence, car l'environnement exerce une pression que la personne va chercher à se débarrasser au plus vite, et le besoin de proximité sociale, puisqu'on va être surveillé, menacé de punition, etc. Et donc c'est être perçu comme indigne de confiance ou se figurer que l'autre nous voit comme une menace. Autrement dit, les 3 besoins fondamentaux, on leur chie dessus directement. Allez, ça c'est fait. Est-ce que du coup c'est efficace? Non. Menace de punition. Deci et Cassio en 72. Les chercheurs donnaient aux personnes des casse-têtes intéressants, et on leur disait que si elles ne finissaient pas les 4 casse-têtes en tel temps donné, une sonnerie très désagréable se mettrait en route. La motivation intrinsèque a donc été entachée par cette condition. Les chercheurs expliquent que la menace de punition, conditionnelle à l'engagement ou à la performance, a une signification de contrôle qui conduit les personnes à percevoir leurs actes de façon externe et bloque, ce qui diminue l'autonomie et détruit la motivation intrinsèque. Surveillance. Pittman, Dave, Alafat, Retterwill et Kramer en 1980. Dans cette expérience, plusieurs groupes devaient faire une activité dans différentes conditions. Le premier groupe faisait l'activité sous vidéosurveillance, la caméra bien tournée vers eux. Le deuxième faisait l'activité avec un expérimentateur qu'il surveillait de très près. Le dernier groupe contrôle faisait l'activité sans surveillance. La motivation intrinsèque des groupes 1 et 2 a été sapée, contrairement au dernier groupe. Lipper et Green en 1975. La surveillance sape aussi la motivation intrinsèque chez les jeunes enfants.
Plant et Ryan en 85, Ryan et collègues en 91. La vidéosurveillance sape la motivation chez les étudiants. C'est étonnant. Hein. Hansel et Anderson en 93. Les personnes réalisaient une tâche en présence d'un accompagnant. Soit il était dit que cet accompagnant était quelqu'un de curieux et intéressé par la tâche, soit que c'était un surveillant. La motivation intrinsèque a chuté lorsqu'il était dit que c'était un surveillant. Elle a augmenté lorsqu'il était dit que c'était quelqu'un de curieux. Comme pour la menace de punition, la motivation intrinsèque est sapée, car les contrôles, les surveillances, sapent le besoin d'autonomie. La personne ne se perçoit plus à l'origine de ses actes, et donc tombe en éploc. Objectif imposé et temps limité. Amabil, De Jong, Lepper en 76. Il était donné à des étudiants un travail de jeu de mots, soit sans temps limite, soit avec une contrainte de temps. La motivation intrinsèque, mesurée à la fois par un temps de liberté après le travail et par un questionnaire, a été sapée par la contrainte de temps, en comparaison du groupe n'ayant pas vécu cette contrainte. Reader et Dollinger en 82. Ils ont réalisé la même expérience que précédemment, toujours avec des étudiants, mais avec une tâche de jugement. Là encore, la motivation intrinsèque a baissé. Cependant, les chercheurs ajoutent que des objectifs pourraient ne pas saper l'autonomie s'ils étaient présentés de façon rationnelle, sans contrôle externe. Là, ils pourraient devenir motivants pour les personnes, ce qu'on verra avec les expériences présentées en base BUT. Compétition. Deci, Bentley, Calais, Abrams, Porak en 81. Ils donnaient des casse-têtes aux personnes et elles devaient battre l'autre participant. En fait, un complice de l'expérimentateur, qui les laissait gagner. Il était dit à un groupe qu'il devait résoudre ces casse-têtes le plus rapidement possible qu'il pouvait. Il recevait systématiquement un feedback positif. Et à l'autre groupe, il était dit qu'il devait battre l'autre participant. Ce participant, complice, était volontairement lent, ce que groupe recevait systématiquement un feedback positif à leur réussite. C'est le groupe mis en compétition qui a montré le moins de motivation intrinsèque. Comme il s'agit d'une pression à gagner, l'environnement est perçu comme contrôlant. Il y a également une question d'implication de l'ego qui peut être suscitée par le contexte de compétition. Les personnes ne veulent pas perdre la face, être honteuses, être perçues négativement. On le verra plus tard, tous les contextes qui suscitent l'implication de l'ego sont également mauvais pour la motivation intrinsèque. Cependant, les chercheurs rappellent que la compétition peut être amusante dans certains contextes, où il y a un feedback informationnel riche, pas de pression de l'ego et un soutien de l'autonomie. On pense, par exemple, au contexte du jeu vidéo, où l'environnement est parfaitement calibré pour soutenir la compétence et l'autonomie via des défis adaptés à la compétence de la personne. L'autonomie y est préservée, le virtuel étant moins menaçant pour l'ego. Ça c'est important, hein. Si vous mettez en compétition, ça marche pas du coup. Sauf évidemment quand vous êtes en compétition par exemple avec des jeux vidéo, où du coup c'est fait exprès justement pour susciter du ludique, pour susciter justement l'envie de se dépasser soi-même. Mais du coup vous n'êtes pas dans la compétition avec autrui. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Feedback négatif et évaluation. On a déjà vu précédemment que l'évaluation est perçue comme contrôlante, donc elle a un effet négatif sur la motivation intrinsèque. Mais l'expérience portée sur les feedbacks positifs, qui vraisemblablement n'avaient pas d'effet pour sauver la motivation intrinsèque. Voyons à présent un contexte d'évaluation où le feedback est différent. Anderson et Rodin en 89. Il était dit aux personnes que la tâche qu'elles faisaient serait évaluée, donc qu'elles devaient faire le meilleur qu'elles pouvaient faire. Un groupe recevait un feedback positif, que la performance atteignait le 95e percentile, c'est-à-dire qu'il faisait mieux que 95%. Ça dépend, est-ce que c'est appliqué à l'e-sport ? En fait, pourquoi est-ce que ça n'appliquerait pas à l'e-sport ? Posez-vous la question, un truc très con, hein. Pourquoi est-ce que League of Legends est reconnu et vu autant comme un milieu si toxique ? Par exemple, hein. Posez-vous la question. Parce que ce que vous affrontez, ce qui est mis en compétition, c'est pas vous face au jeu, c'est pas vous et du coup face à vous-même, c'est vous face à autrui. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens s'envoient autant des beignes et sont aussi insupportables dans la communauté de LoL ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont si touchés à chaque fois par les réflexions qu'il peut y avoir ? C'est pas sans raison, hein. Sur les jeux de compétition comme ça, où si vous êtes en compétition avec autrui, systématiquement, vous allez très facilement, systématiquement non, mais vous allez très 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 facilement tomber sur des attaques à l'ego et ça va forcément partir en cacahuète. Les compétitions de speedrun, alors là déjà dans les compétitions de speedrun, c'est plus intéressant parce qu'effectivement le speedrun, tu vas pas forcément vouloir battre l'autre. Tu vas vouloir battre le jeu et battre le jeu le plus rapidement possible. Mais t'es pas forcément en compétition avec autrui. Tu as tout à fait tu as énormément de speedrunners pour qui justement l'intérêt,
C'est pas les autres, on s'en fout. Ce qu'ils veulent battre, c'est leur propre score à eux. Ce qu'ils essayent de vaincre à chaque fois, c'est le résultat qu'ils avaient fait précédemment et essayer de le faire mieux. Et du coup, on n'est plus sur vraiment de la compétition entre personnes, on est toujours encore une fois sur la compétition entre la personne et elle-même au final. Et c'est là où tu vois que du coup, t'es plus sur une guerre d'ego, t'es plus sur une bataille d'ego entre individus. Et c'est pour ça que les speedruns, je pense que déjà c'est un milieu beaucoup plus propre, beaucoup plus sain. J'ai beaucoup plus rarement vu des speedrunners se foutre autant des beignes que par contre la communauté qu'il y a sur LoL. Hein. Sur LoL, je connais malheureusement beaucoup de gens qui y jouent. Et c'est ouf à quel point ils s'envoient des beignes de ouf. C'est ouf. Les tournois de speedrun, ben, je pense que déjà quand tu tombes sur les tournois de speedrun, là tu retombes dans la compétition qu'il y a comme sur LoL. À nouveau. Et encore, je pense qu'encore une fois, comme le speedrun est vraiment une mécanique différente où tu vas pas te battre contre autrui. Dans le jeu que tu vas speedrunner, ton ennemi, c'est pas l'autre joueur. Il n'y a pas d'autre joueur. C'est toi qui vas battre le jeu. Et c'est déjà une approche différente. C'est déjà une approche différente. C'est différent de battre le jeu mieux que les autres ou de battre les autres mieux au jeu. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Je pense que déjà rien que ça, t'es plus sur la même problématique en fait. Et du coup, t'es plus sur les mêmes réflexes et sur les mêmes mécanismes. C'est peut-être pour ça que j'aime pas le joueur contre joueur. Ah mais personnellement, moi je déteste le joueur contre joueur. Quand il y a quelqu'un qui me propose de faire un jeu joueur contre joueur, la seule manière que je puisse accepter de jouer à ça, c'est à partir du moment où le joueur contre joueur, en fait, on peut faire de la coopération. Voilà, là c'est le moment où je dis oui, vas-y, c'est bon, ça passe. Mais s'il faut être chacun pour soi, c'est pas possible. Déjà, c'est mort, ça n'arrive pas. Je ne joue pas, ça me dégoûte, ça m'agace, ça m'exaspère. Je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Par exemple, les jeux de plateau, c'est très difficile de me faire jouer à des jeux de plateau. Alors que j'adore tout ce qui est jeux de rôle et compagnie, qu'on pourrait se dire, tiens, c'est des milieux assez proches. Mais c'est très très rare que je fasse du jeu de plateau parce que je n'aime pas ça, la compétition les uns avec les autres, je n'aime pas ça. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de jeux de plateau qui sont en fait du joueur contre joueur. Par contre, dès que vous avez des jeux de plateau qui sont plus du joueur contre joueur, là tout de suite, ça me réintéresse. Par exemple, un Mysterium où vous devez collaborer les uns avec les autres, là tout de suite, ça me tente. Là tout de suite, ça m'intéresse vachement plus. Faire par exemple l'île interdite ou le désert interdit, là tout de suite ça me plaît beaucoup plus parce qu'on n'est plus du joueur contre joueur, on est du joueur avec du joueur et on doit battre le jeu ensemble. Et ça tout de suite, bah, moi ça me parle 10 fois plus et ça me motive 10 fois plus. Alors qu'être les uns contre les autres, en général ça me dégoûte, ça me saoule et en vrai je me désintéresse totalement du jeu en à peu près 10 minutes. Et encore 10 minutes je pense que je compte large. Je pense que je compte très très large. Je perds très très vite l'intérêt pour ça. Vraiment la compétition, moi ça me casse très vite mon plaisir et mon intérêt. Très 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 vite. Du coup, je reprends la lecture. Un groupe recevait un feedback positif, que la performance atteignait donc le 95e percentile, c'est-à-dire qu'il faisait mieux que 95%. L'autre groupe recevait un feedback négatif non confirmant, que la performance atteignait le 55e percentile. Dans la période de libre choix, ceux qui avaient reçu le feedback négatif continuaient plus que les autres l'activité. Mais les mesures d'humeur qui étaient prévues dans l'expérience montraient qu'ils étaient affectés négativement par ce feedback et persistaient dans l'activité non par motivation intrinsèque, mais pour sauver leur face, pour réparer leur ego blessé. Cette persistance dans l'activité, à cause d'une blessure d'ego, a été confirmée dans d'autres études. Baumeister et Tice en 85. Ici, les participants étaient testés dans leur estime de soi. Il y avait donc un groupe avec des personnes ayant une haute estime de soi et un autre ayant une basse estime de soi. Ils travaillaient sur des anagrammes. Soit ils recevaient un feedback positif, soit un feedback négatif qui leur permettait de sauver leur face, comme le feedback négatif de l'expérience précédente, soit un feedback négatif humiliant. C'est ce dernier groupe, humilié, qui a persisté le plus longtemps. Les chercheurs de la SDT, Deci et Ryan en 2017, pensent que cette persistance n'est pas due à une motivation intrinsèque, mais à une tentative désespérée de ressentir un peu d'estime de soi face aux humiliations et pressions. Ainsi, la persistance d'une activité n'est pas forcément signe de volonté, d'enthousiasme propre à la motivation intrinsèque, mais peut être provoquée par un mal-être profond de la personne suite à une attaque de l'environnement. Il s'agit donc de regarder dans quelle humeur se fait cette persistance. Indifférence. Anderson, Mankogan et Resnick en 1976. Des enfants menaient une activité avec des expérimentateurs inconnus. Dans une condition de l'expérience, l'expérimentateur restait silencieux. C'était normalement une condition contrôle, pas dans l'autre. Les enfants ont eu un niveau extrêmement bas de motivation intrinsèque dans la condition de silence, car ils se sentaient rejetés. Comme quoi, c'est intéressant toutes ces notions, hein ?
Si ça vous éveille des petits échos par rapport au monde du travail, c'est normal, c'est normal. Ou par rapport au modèle éducatif par lequel vous êtes potentiellement passé, hein, l'éducation nationale, hein, tout ça. Je me demande, tu te demandes quoi, hein? Faut pas juste mettre je me demande, après moi ça me laisse là sur la tente, je veux une phrase, je veux tout. Dis-nous tout. On veut savoir. La sensation de rejet face à l'indifférence. Oui. Tu sais que tu es très très fort pour faire de la frustration. Là j'attends beaucoup en fait. J'ai la question en petits morceaux par petits morceaux. Mon Dieu, cette attente. Comment est-ce qu'elle évolue avec les adultes? La sensation de rejet face à l'indifférence, comment est-ce qu'elle évolue avec les adultes? Bah, comme avec les enfants en fait, elle va continuer à monter au fur et à mesure. Parce que je construis ma pensée en même temps. Ok, pas de soucis. Bah, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que moi je suis dans l'attente, là je veux savoir l'information. Pour le coup, je pense qu'elle évolue comme les enfants. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle évoluerait différemment. Plus ça dure, plus la frustration va augmenter, plus le sentiment de rejet va augmenter. Je vois pas pourquoi ça évolue différemment, hein. Vous savez, les enfants, c'est pas fondamentalement différent d'un adulte, hein. On a tendance à faire une grosse distinction entre les enfants et les adultes, mais globalement, c'est globalement les mêmes fonctionnements, hein. À plein de niveaux, c'est tout à fait équivalent. Donc pour le coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément de grandes différences. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences d'évolution. Enfin, pas spécifiquement parce qu'on est adulte ou parce qu'on est enfant. Je pense que c'est assez pareil. Le seul problème, à mon avis, qu'il y aura, c'est qu'un adulte a déjà eu un certain parcours évolutif sur lequel il a basé comme il est, en fait. Et du coup, je pense que peut-être que la frustration va avoir potentiellement moins d'impact sur ses, sur son évolution future. Alors qu'un enfant qui est encore en formation sur pas mal de questions, peut-être que ça aura plus d'impact sur comment est-ce qu'il va grandir, comment est-ce qu'il va évoluer. Peut-être qu'il sera un peu plus façonné par ça. Mais encore, je suis même pas sûr. J'avoue que là, comme ça, je ne saurais pas te dire. J'avais en tête l'enfant face à son parent. Et je me vois pas avoir le même rapport avec mon chef qu'avec mon père. Encore quoique. C'est pas pour rien qu'on appelle pas mal de fonctionnements d'entreprise des fonctionnements patriarcals, hein. Ou même des fonctionnements familiales, c'est pas sans raison, hein. Vous avez des fonctionnements justement qui sont assez équivalents avec justement ce genre de relation et ce genre d'échange du patriarche paternaliste, ouais, effectivement. Oui, tout à fait. Donc pour le coup, je pense que l'analogie n'est pas sans raison. Je pense que l'analogie n'est pas sans raison. Et un enfant face à son parent, ben, je pense que ça aura plus d'impact face à un autre individu random, adulte, parce que le parent probablement a une place plus importante pour un enfant. Et encore une fois, ça dépend du contexte, dans quel contexte grandit l'enfant. Si vous avez une figure qui prend la place du parent et qui n'est pas le parent biologique, au final, le parent biologique, peut-être qu'on s'en bat les reins. En vrai de vrai, le parcours évolutif du gamin, il sera rempli, il aura ce qu'il faut. Il n'aura pas forcément de déficience parce que son parent biologique ne s'occupe pas de lui si il y a une personne qui est là pour justement occuper cette place. Si elle paraît contre-intuitive, c'est peut-être même un indice aussi que le phénomène est intériorisé. Mais du coup, ouais, non, je saurais pas quoi dire de plus là-dessus. Pourquoi la motivation est-elle si fragile? Est-ce parce que les personnes sont capricieuses, irresponsables ou flemme? Non mais je vois, bah après... C'est bien, si déjà t'arrives à voir ce qu'il y a dans ma tête, c'est bon. Effectivement, l'individu n'est pas juste une feuille blanche que l'environnement social colorie selon ses volontés. L'individu éprouve l'environnement, l'expérimente selon son background. Cette opération entre lui et l'extérieur produit une motivation plus ou moins volontaire, plus ou moins intrinsèque, voire une amotivation, une absence de motivation. Ah, la flemme, ça vous fait réagir, hein. Ah, la flemme, là, on voit que ça éveille des choses, c'est vous. J'avoue, la flemme est parfois puissante en moi. L'interprétation. Les personnes peuvent interpréter les événements extérieurs comme la récompense et en déduire que si une activité, qui est pourtant de l'ordre du loisir, est récompensée, c'est parce que cette activité ne vaut pas la peine d'être menée pour elle-même. Marinac et Gambrel en 2008. Des enfants ont été amenés à lire. Un groupe avait pour récompense des jetons symbolisant leur réussite. Un autre groupe était récompensé par d'autres livres offerts.
Les jetons diminuaient la motivation intrinsèque. La récompense livre, au contraire, la préservait. La récompense, pour fonctionner, doit être interprétée comme signifiante, cohérente avec l'activité. Se faire offrir des livres, après avoir lu, respecte l'autonomie de la personne, ainsi que son besoin de proximité sociale. Le superviseur, le superviseur, bien sûr, oui. Le superviseur, en étant congruent, montre qu'il a compris l'élan de l'enfant pour la lecture, qu'il considère l'activité de lecture intéressante en elle-même. Les jetons, au contraire, peuvent laisser penser aux enfants que la lecture est un effort, que c'est ennuyeux, que c'est difficile, que de toute manière, cela n'est pas une activité qui vaut de la peine pour elle-même, que toute avancée mérite une récompense tant que c'est dur, ennuyeux, pénible, etc. Et cela vaut pour tous les systèmes à points qui sont traditionnellement conçus pour nous motiver à une activité qui ne l'est pas en soi. Les enfants peuvent déjà avoir perçu ces méthodes dans leur environnement, implicitement comprendre que ce système prouve que l'activité n'est pas intéressante, d'où l'ajout d'un système de points. Genre l'éducation nationale, en général, le collège, le lycée, tout ça, la notation constante. En plus de ça, on rajoute la compétition constante. Tout ça, hein, ça vous éveille ça vous éveille des échos ou pas? Est-ce que vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire et qu'on fait pourtant si bien dans notre société, hein? Ah là là, ah là là, ah là là, mon vieux. Par exemple, ça me fait penser à un truc. Ça, typiquement, ça me fait penser à un truc. J'ai une expérience qui me fait évoquer ça. Il y a de ça quelques années, quand j'étais au laboratoire de psycho. Justement, on en parlait du fait que les recherches étaient en train de mettre quand même globalement en avant depuis pas mal d'années. Et pas mal d'années, c'est quelques décennies déjà, hein, que globalement on voit que le système de points, c'est pas fonctionnel. Enfin, de toute façon, quand vous regardez ces études-là, alors celle-là, elle date de 2008. Donc moi, il y a 5-6 ans, effectivement, ça faisait pas encore une décennie, mais c'est pas la première étude qui porte sur ça. Ça fait des décennies qu'on a déjà fait des études sur le système de points et ce genre de choses, et qu'on voit les effets. Notamment, tout à l'heure, vous avez des études qui dataient de 70, 76, ce genre d'époque. Donc ça fait un moment que c'est connu, hein, que la motivation, c'est pas une pochette surprise et où tu mets des points et hop, c'est bon, ça marche. Non, il faut faire très attention justement au système de récompense que tu mets. Et du coup, on en parlait avec les enseignants, avec les personnes qui étaient chargées de l'enseignement, parce qu'au laboratoire, tout le monde ne fait pas de l'enseignement. C'est des personnes qui sont que des chercheurs. Là où vous avez d'autres personnes qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui font de l'enseignement et de la recherche. Et donc du coup, on échangeait sur le fait que quand même, il y avait des problèmes avec le système de notation, parce que justement, faire un système de notation et mettre une récompense, permettre l'avancée au sein de l'étude, enfin au sein de ton parcours de formation et tout, avec les notes, c'était quand même vachement con. Et au final, ça a conclu par les profs qui nous ont dit « Ouais, mais c'est quand même pratique de mettre des notes. » Voilà. Et t'es là et t'es en mode « Mais putain, c'est des chercheurs, c'est des enseignants-chercheurs, ils savent les mêmes recherches que toi, ils ont vu passer les mêmes recherches que toi. » Alors après, il y a des excuses qui sont compréhensibles. Par exemple, une excuse qu'avait mis en avant une des enseignantes et qui est tout à fait recevable, c'est qu'il y a des crédits européens. En fait, il y a un système de formation qui dépend notamment de ce qui a été mis en place au sein de l'Europe pour avoir des équivalences de diplômes. En gros, ce qui fait que si tu as tel diplôme en France, on sait qu'en fait ça équivaut à tel diplôme, je sais pas moi, on va dire en Allemagne. On sait que c'est équivalent parce que du coup il y a des équivalences, il y a des crédits européens qui permettent de savoir que tel truc équivaut à tel autre truc dans tel autre pays. Parce qu'évidemment, la manière dont on fait les études en France n'est pas forcément la même manière que l'on fait les études par exemple en Allemagne ou ailleurs à travers le monde. Bref. Et donc de fait, on ne peut pas, d'un point de vue d'administration, d'un point de vue organisationnel, on ne peut pas se passer de la notation à certains points parce que cela permet de mettre en avant ces équivalences-là. Ça permet de mettre en avant ces équivalences-là qui sont du coup plutôt importantes pour les universités. Et du coup, cette excuse-là, tu peux l'entendre. Bon, je trouve que quand même, on s'en bat un peu les reins. On peut probablement se déterminer et se débrouiller pour qu'il y ait des crédits européens sans avoir ce besoin de notation à la con, mais admettons... Admettons, je peux l'entendre. Mais par contre, le prof qui nous avait conclu sur « Ouais, mais quand même, c'est vachement pratique les notes. » Tu fais « Mais putain, t'es un chercheur toi aussi, t'as vu passer les mêmes études et au final, tu sais que ça a des impacts négatifs, puis en fait, toi ça t'arrange. » Ok, bon bah écoute, cool. Très bien, cool. C'est juste là, ça me fait penser à ça, le coup du système de points et du fait que du coup les étudiants, clairement, ils ont cette conscience-là, hein, qu'ils en aient conscience ou pas, ça va être sous-jacent.
si t'as des notes, si t'as des QCM, si t'as des examens, ou peu importe ce que tu fais, au final, on va noter pour que t'aies mis tel ou tel point, ou que t'aies pas mis tel ou tel point, ils vont se décrocher du truc, ils vont pas forcément vraiment s'intégrer à la recherche, ils vont pas forcément vraiment kiffer. Ça, typiquement, je l'avais vu parce que j'avais alors c'est à l'époque où moi j'étais en études, j'étais étudiant à cette époque-là, et il y a eu un partiel, donc un examen quoi, hein, concrètement, un examen où il faut vous dire que donc à l'époque j'étais en licence 2, donc on était quelque chose comme 600, à peu près 600-700 élèves en psychologie licence 2, et il y a eu un partiel où 5 personnes ont eu la moyenne. 5 personnes sur 600-700 élèves ont eu plus de 10. C'était tellement ouf que la prof a envoyé un mail aux 5 élèves qui ont eu la moyenne pour leur dire bravo, c'est vrai qu'il était vraiment pas simple le partiel, il y avait vraiment plein de pièges et tout, donc franchement bravo, cool. Donc déjà pour moi il y a un problème sur pourquoi est-ce que tu fais un examen ou juste tu veux faire littéralement casser la gueule à tous tes étudiants, quel est l'intérêt? J'avoue que je suis un peu perplexe, mais admettons, disons qu'il y avait une vraie vision derrière. Le truc qui m'a tué en fait, c'est que quand il réfléchit, ce partiel on savait qu'il allait être très salement noté, elle nous avait dit qu'il allait être vachement dur et tout. En fait elle a vraiment mis en avant le fait qu'il allait avoir le système de notation qui allait nous défoncer, avant qu'on ait le partiel. Tout le mois qui a précédé le partiel en fait, elle nous l'a bien rappelé et tout, nous a dit attention je vais noter salement et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi, un des 5 élèves, c'était un ami. Et quand je lui ai demandé comment ça se fait qu'il avait réussi, parce que je voulais comprendre, je me disais mais attends, j'ai appris son putain de cours, j'ai appris tous les dossiers qu'elle nous a fait là, ça fait 4 mois qu'on fait ces putains de cours avec elle, j'ai tout appris, quasiment par cœur, j'ai tout appris. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à avoir la moyenne? Et j'avais eu à l'époque 8 je crois, 7 ou 8, bref. Et je ne comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible, j'ai appris tout ce qu'elle nous a donné, je l'ai appris, bordel, comment ça se fait que j'ai pas la moyenne? Et en fait ce qu'il m'a dit m'a tué. Parce que ce qu'il m'a dit c'est bah en fait le partiel il portait sur un bouquin que j'ai lu à la bibliothèque. Quel bouquin? On l'a vu en cours? Bah non. Et là en fait tu te rends compte que ce qui a fait qu'il avait réussi, c'est que lui, il était très motivé par ce sujet là, c'était un domaine qui lui plaisait particulièrement en l'occurrence, la psychologie du développement. J'avoue que moi ça me tentait pas outre mesure, ça me plaisait pas outre mesure, lui ça lui plaisait beaucoup. Et en fait bah, comme il était motivé par rapport à ça, hein, pour reprendre les termes de En toute puissance, comme il était motivé par ça intrinsèquement, et ben en fait il est allé lire plein de bouquins dans la section psychologie du développement, et notamment il a lu un bouquin en particulier sur lequel en fait notre prof a basé tout le partiel. Sauf que ce bouquin, il a jamais été mis en avant dans son cours. Ça fait 4 mois qu'elle nous faisait un cours où elle nous a jamais parlé de ce bouquin, ni de près ni de loin. Et la seule chose qu'elle a mis en avant, c'est que ça allait être vachement noté. Salement, en plus. Elle me l'avait bien dit, elle m'a bien répété. Et c'est ça où tu te rends compte que, bah en fait, si tu mets l'accent et si tu mets en avant le côté de la notation sur le bâton, là en l'occurrence, bah en fait, tu casses la motivation. Nous, on s'est centré sur son petit cours à la con. Certains se sont probablement totalement démotivés en se disant mais de toute façon je réussirai pas, allez The Bee c'est bon. Bref, ça a entraîné plein de réactions et de réactivités qui étaient du coup bah, plutôt négatives et qui ont totalement cassé notre envie à vraiment se donner à fond. Et au final, ceux qui ont réussi, bah, c'est ceux qui sont passés pour une raison X ou Y à côté de ça. Probablement, bah, notamment parce qu'ils avaient une motivation réellement intrinsèque et très très forte à ce domaine de recherche particulier, qui fait qu'en fait ils sont allés se renseigner sur d'autres trucs, ils sont pas restés bloqués sur ça, et ils ont eu du coup les connaissances qu'il fallait pour réussir le partiel. Mais c'est quand même ouf en fait de voir à quel point, bah, là notamment c'est une enseignante. Ah bah tiens, bonjour, bienvenue. Bah du coup bienvenue B6, bienvenue. J'espère que tu vas apprécier notre petit coin de stream. Nous les profs en psycho nous disaient qu'ils notaient ultra dur pour nous sélectionner. Oui ça aussi, oh mon dieu ça aussi, qu'est-ce que je l'ai entendu. Mais ce qui est pas étonnant, nous en licence 1 on était 1000 élèves et on finit licence 3 on était 400. Quelque chose comme ça. Et après si tu prends le master, si tu prends tous les masters de psycho, on était quelque chose comme 250 élèves au grand max. Et du coup les profs nous le disaient dès la première année, ils nous disaient mais de toute façon la plupart on vous verra plus donc on s'en fout, on va vous écrémer. Tu fais ok d'accord, allez c'est parti, go de boxe, comme un certain Bourdieu disait, combat de boxe, hein. Allez c'est parti.
Éliminer un maximum de personnes. Dans ma promo, on était aussi environ 600 en licence et on n'était plus que 100 à la fin. Ouais, bah nous, on était 1000. On était 1000 au tout début. La toute première année, on était 1000. Et justement, ça posait problème parce que les amphis n'étaient pas taillés pour. C'était ouf. Tu voyais les élèves qui étaient mais dans les escaliers et tout, et on n'avait même pas assez de place pour que tous les élèves rentrent. C'était incroyable. Pour un master, c'était plus que 50, voire 10 diplômes au final. Ah oui, complètement. Bah, nous, de toute façon, après, on a de la chance, c'est qu'une fois que tu es en master, j'ai l'impression que globalement, tout le monde, plus ou moins, va réussir. C'est très rare, j'ai l'impression que c'est très rare qu'une fois arrivé en master, ceux qui sont dans le processus du master échouent. Il y en a quelques-uns, ça arrive. Moi, du coup, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, il y a une dizaine d'années. À Aix-en-Provence, j'ai eu le cas d'une personne. Je sais qu'il y a une personne qui n'a pas eu le titre de psychologue, mais qui a eu le master. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que c'est pas forcément connu, mais vous n'avez pas forcément le titre de master parce que vous avez fait des études en psychologie. C'est notamment fait en fonction d'un avis donné par un collègue. Qui du coup après est un collègue une fois que vous êtes devenu psy, mais on peut tout à fait avoir une fin de cursus où on estime que vous n'avez pas les outils adéquats pour être reconnu comme psychologue, mais que pour autant vous avez les connaissances qui sont reliées notamment à la psychologie. Et du coup c'est ce qui est arrivé à une personne. Il y a une élève l'année juste avant que moi j'ai mon master, c'était une élève en psychologie clinique je crois d'ailleurs, j'ai souvenir. Bref, qui elle avait pas eu le titre, elle avait pas eu le titre de psy, mais par contre elle avait eu le master. Mais sinon, j'ai pas souvenir d'un échec. Pour le coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont redoublé? Moi, dans ma promotion, il n'y en a aucun qui a redoublé. C'est dommage parce que certains en auraient mérité, vu ce qu'ils font comme emploi maintenant. Mais bon, bref. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres que je connais qui ont redoublé? Je sais que certains ont redoublé dans le master 1. Ça a déjà arrivé que j'ai entendu parler d'élèves qui ont redoublé en Master 1, mais je pense qu'une fois en Master, par contre, globalement, tu es plus si écrémé que ça. Je pense que les effectifs d'élèves qui arrivent en Master, c'est les mêmes effectifs quasiment que ceux qui sortent diplômés, en vrai. Par contre, c'est vrai que la licence, c'est un écrémage tellement vénère. Oh, c'est tellement violent. C'est ouf. Enfin, moi, je vous dis, en façon, en licence 1, on était 1000 élèves le premier jour. On était un peu plus de 1000 élèves au premier jour, et au bout de 6 mois, de toute façon à la fin du premier semestre, on avait déjà perdu bien 200 élèves facile, très très facile. La deuxième année on a entamé, on était dans les 600-700, et la troisième année on était aux alentours de 400. On a dû commencer aux alentours de 400 élèves, 400, 500 élèves, c'est vraiment impressionnant de toute façon, c'est vraiment impressionnant. Et les profs effectivement nous disaient exactement les mêmes choses. Les profs nous disaient exactement la même chose parce que justement on a pas mal de gens qui avaient des cours communs avec nous, parce que notamment quand vous êtes en licence, notamment licence 1, vous avez des matières qui sont des mineurs, on appelle ça des matières mineures, qui en fait sont des matières qui sont d'autres cursus, qui vous permettent d'aller voir d'autres trucs. Par exemple moi j'avais pris sciences du langage, parce que je trouvais ça vachement intéressant, et puis après j'ai trouvé que finalement j'étais pas du tout masochiste parce que les cours étaient horribles. Ils étaient vraiment horribles en sciences du langage. En vrai, ils étaient intéressants, mais qu'est-ce que c'était chaud. Je pense que je suis pas câblé pour ce genre de cours, c'était compliqué. Mais bon, bref, là n'était pas la question. Mais du coup, on avait vachement d'échanges avec d'autres élèves, d'autres cursus. Et c'est vrai que quand tu vois les autres cursus, en fait, des fois, ils sont 50 élèves, en fait. Tu te dis, attends, vous êtes en licence 1 et vous êtes 50 élèves? Ah ouais? Nous, on est 1000. C'est chelou un peu, quand même. Mais c'est rigolo. Le problème, c'est qu'il est écrémé avec des sujets qui n'ont rien à voir avec l'étude, et donc des personnes peuvent continuer sans vraiment être intéressées par l'étude, mais qui sont des bosseurs. Oui et non. Là, si je reprends le cas de ce prof, de cette prof qui nous avait défoncé, pour le coup, en fait, je pense, j'espère, je sais pas, je suis peut-être un peu trop optimiste, je pense que dans sa vision des choses, elle veut permettre aux élèves qui justement se donnent à fond et vont vraiment se renseigner sur le domaine en général, et pas juste se concentrer sur le cours qu'elle leur a donné, ceux qui vont aller chercher plus loin, je pense qu'elle veut leur permettre justement de pouvoir être distingués, de pouvoir continuer à avoir de bonnes notes et compagnie, pour leur permettre de passer dans les années sans redoublement ou sans être totalement éjecté. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est fait avec une certaine maladresse, et que c'est extrêmement violent en fait. Enfin, j'ai vu des élèves vraiment en être malades, et c'est pas sans raison. Quand tu as un parcours quand même universitaire qui peut être très compliqué, parce que notamment on est nombreux, parce que les conditions de l'éducation nationale sont quand même pas super bonnes, les finances sont pas incroyables. À Aix-en-Provence, en plus c'était avant qu'ils fassent une rénovation, parce que là ils ont entièrement rénové les bâtiments maintenant, et donc apparemment c'est tout beau, c'est tout bien.
Je sais pas qu'est-ce que ça vaut exactement, mais à l'époque. Est-ce que c'est pas un peu trop violent? Ah oui, pour moi c'est complètement trop violent, mais moi on va dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'amour et la paix, donc c'est pas difficile de faire des choses que j'estime trop violentes. Mais pour le coup, t'as vraiment des conditions, on va dire, contextuelles qui font que déjà c'est dur. Tu viens rajouter ça. Il voulait pas le terme violent. Le bot a estimé que le terme violent était trop violent. Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai autorisé le terme. Il n'y a pas de raison que ça bloque le chat. Ça me semblerait étonnant. Mais bon, bref. Après, encore une fois, on tombe sur le même problème avec le bot, c'est que c'est un algorithme, c'est que c'est une machine, il prend des termes qui peuvent être utilisés dans de mauvais contextes et il les bloque de manière préventive. Et en vrai, tant que tu tombes pas sur quelqu'un de malveillant, bah tu vas pas tomber sur des remarques qui vont être déplacées. Et n'importe quel mot, en fait, peut être totalement détourné et utilisé pour être très mauvais, très violent. Donc bon, c'est le problème des algorithmes. On essaye de protéger, mais c'est pas forcément très pertinent. C'est pas toujours très pertinent. Bref, je ne sais plus ce que je disais, je me suis perdu dans mon blabla. Dans quel contexte ce terme peut être mauvais utilisé? Je suis sûr qu'il y a des gens malveillants qui doivent trouver. Étonnamment, je suis sûr que pour certains ça doit pas être si compliqué que ça. Je serais pas si étonné que ça. Voilà. Après, t'as aussi juste le fait d'évoquer des choses violentes, ça peut être violent pour certains, hein. Tout le monde n'a pas la même résistance au sujet. Si par exemple, on va reprendre un truc très con, mais fut une époque, moi je vous faisais des lives d'articles, je vous faisais l'actualité de ce qui se passait dans le monde et compagnie. Juste évoquer les faits, parce qu'on lisait pas spécialement des articles qui étaient en train de dire l'apologie de la violence ou quoi que ce soit, juste factuellement ils disaient voilà, il se passe ça à tel endroit. Juste ça, moi ça me minait le moral, ça me bouffe. Et je présume qu'il y a des gens qui ont nettement moins de résistance à moi, comme il y a probablement tout un tas de personnes qui ont beaucoup plus de résistance que moi à ça. Mais pour le coup, rien que le fait d'être présenté à cette violence, présenté à des choses violentes, ça peut avoir un impact, et ça peut avoir un impact négatif. Donc c'est peut-être dans ce côté-là, le terme violent, ça sous-entend probablement que tu dois parler d'une phrase où tu parles de violence, et donc du coup il le met de côté de manière préventive pour justement éviter certaines personnes d'être présentées à des contextes qui, le simple fait d'être présenté à ces contextes serait une violence, tout simplement. Je sais pas, encore une fois, c'est le problème, c'est que c'est un algorithme, c'est un robot, hein. Enfin c'est pas... Il n'y a pas un humain derrière le bot, hein. Le bot il est très gentil, mais c'est pas un humain très doué, c'est pas un humain déjà, donc voilà, ça pose problème. Bref. Du coup, je vais quand même reprendre le texte, je ne sais plus où j'en étais. Si, j'en étais là. Ainsi, on voit une autre interprétation poindre, récompensée pour un acte qui n'était ni un effort, ni ne demandait de compétences, ou pour lequel l'individu était déjà motivé, est inadapté. Car l'environnement social sous-estime à la fois les compétences de la personne et sa faculté d'estimer une activité, car elle aurait besoin d'encouragement, sans quoi elle serait incapable de mener à bien l'activité. C'est donc considéré par la personne comme une atteinte à son autonomie, car l'environnement estime qu'elle ne peut pas faire l'activité sans encouragement, à la compétence, cela sous-tend qu'elle aurait besoin d'être encadrée, et à la proximité sociale, la méconnaissance de l'autre qui est signifiée par l'ignorance de son niveau de compétence, par le manque de confiance qui lui est accordé. Encore une fois, on fait un carton plein, quoi. Est-ce que tu penses qu'il censurera Macron un jour? Non, je pense pas. Je pense pas. Ces interprétations ne sont pas des caprices de la part d'une personne, on voit déjà qu'elles sont le reflet d'une connaissance intérieure de la personne au sujet de ses besoins fondamentaux, de ses sensibilités, de ses connaissances, de ses compétences. La personne perçoit que le superviseur refuse de prendre en compte ses caractéristiques singulières par inadvertance, par ignorance, par croyance erronée sur la motivation. Ce n'est généralement pas malveillant. Ça fait combien de temps la VOD? Ça fait 1 heure la VOD. On va s'arrêter là, petite fougère de YouTube. On va s'arrêter là. La prochaine fois, ça sera sur Eploc et Autonomie. Mais pour cette fois-ci, c'est fini. Des bisous, petite fougère de YouTube.